Bonjour chers élèves et bienvenue dans le deuxième cours de mécanique de l'année 2022. Donc c'est un cours destiné à tous les élèves de toutes les options sciences maths, PC et SVT. Et on va parler dans ce cours de la chute verticale avec et sans frottement. Bien. Parlons d'abord de la chute verticale d'un solide avec et sans frottement. Quelles sont les forces appliquées en général? Donc toujours en mécanique, la première chose, c'est déterminer quel est le système étudié. Et dans ce type d'exercice, on va toujours s'intéresser à un projectile, une masse M, un objet de masse M qui se déplace dans un liquide. Et en général, le déplacement d'un objet de masse M dans un liquide est soumis, on va parler juste d'un déplacement vertical pour le moment, d'un objet dans un liquide, il est soumis à trois forces. Il y a bien sûr le poids, qui existe toujours pour n'importe quel objet de masse M. Il y a, s'il y a frottement, vous aurez une force de frottement. Et si on tient compte de la poussée d'Archimède, vous aurez une force qu'on appelle la poussée d'Archimède. Donc voilà les trois forces qui peuvent exister lorsqu'une masse M se déplace dans un fluide ou dans un liquide donné. Bien sûr, le poids, c'est toujours vers le bas. La force de frottement et la poussée d'Archimède. La force de frottement, c'est toujours opposé au déplacement et la poussée d'Archimède, c'est toujours vers le haut. Bien, le poids. Commençons par étudier chaque force séparément. Bien, le poids, c'est toujours une force dont le point d'application est le centre de gravité du corps étudié. La direction, c'est toujours la verticale. Et bien sûr, la norme, c'est M fois G. Donc là où il faut faire attention, c'est juste comment on oriente les axes dans lesquels on va faire la projection. Si l'axe est orienté, l'axe OZ est orienté vers le haut, le poids c'est moins mg fois k. Si l'axe OZ est orienté vers le bas, le poids c'est mg fois k. C'est là où il faut faire attention. Bien. Commençons par la chute verticale sans frottement. Donc s'il n'y a pas de frottement, s'il n'y a que le poids qui s'exerce sur le solide de masse M, eh bien on parlera dans ce cas-là de la chute libre. Donc voilà le système étudié. La seule force qui s'exerce dans ce cas-là, si on néglige la poussée d'Archimède bien sûr, c'est uniquement le poids. Toujours une fois qu'on a déterminé le système étudié, les forces appliquées, on applique toujours la deuxième loi de Newton. Donc la somme des forces est égale à m gamma. La seule force qui s'exerce, c'est le poids qui est égal à mg. Donc l'accélération est égale à g. Voilà la relation qui existe si on projette le principe fondamental de la dynamique. Donc A est égal à mg. Bien. Maintenant, en général, on veut déterminer comment évolue Z en fonction du temps, comment évolue la vitesse en fonction du temps. Et dans ce cas-là, il faut projeter cette relation, deuxième loi de Newton, sur un axe bien déterminé. Voilà, je vais utiliser un axe qui est orienté vers le bas. Donc, si je projette G, bien sûr, A, c'est toujours A suivant K. A, c'est algébrique. Donc, c'est D de V sur D de T suivant K. Maintenant, si je prends l'axe OZ vers le bas, bien sûr, le vecteur G est égal à G suivant K. Et donc, la projection de la deuxième loi de Newton va me donner D de V sur D de T est égal à G. Et donc, j'intègre, ça veut dire V est égal à G fois T plus V0. Voilà l'équation déterminée par V. Bien sûr, pour déterminer pour déterminer V0, il faut utiliser les conditions initiales. Bon, si on suppose qu'à t égale à 0, V est égal à V0, on l'a lâché avec une vitesse initiale non nulle. Dans ce cas-là, la vitesse, ça sera G fois T plus V0. Donc à t égale à 0, bon ici normalement c'est plus une constante. Bon, on aurait dû faire comme ça plus tôt. Donc plus une constante. La constante est déterminée par les conditions initiales. Si AT égale à 0, V égale à V0, donc la constante C est égale à V0. Voilà, plus exactement. D'accord? Si bien sûr AT égale à 0, V est égal à 0, dans ce cas, la constante, ce sera égale à 0. Et V, bien sûr, c'est quoi? C'est D de Z sur D de T. Donc, si on veut déterminer Z de T, il faut intégrer cette fois-ci. L'intégrale de G, c'est G T au carré sur 2,
plus V0 fois T plus une constante C'. Là aussi, si à T égale à 0, Z égale à Z0, donc C' est égal à Z0. Donc Z de T est égal à 1 demi G T carré plus V0 fois T plus Z0. Voilà l'équation générale qui détermine V et qui détermine Z. Donc on connaît, à chaque instant, je peux déterminer la vitesse. Ou bien si je connais le temps, je peux déterminer la vitesse. Si je connais la vitesse, je peux déterminer le temps, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour le cas le plus simple, chute libre sans frottement. Vertical. Maintenant, on va prendre un cas particulier, toujours chute libre, mais on va lancer d'abord l'objet vers le haut avec une vitesse initiale, vers le haut. Hein, il ne va pas monter vers le haut, donc il va aller jusqu'à une hauteur maximale. Ensuite, il va chuter sur le plan. Et question toujours, déterminer l'équation de la trajectoire dans ce cas-là. Eh bien, toujours, on suppose que seul le poids agit dans ce cas-là aussi. On est toujours dans le cas sans frottement. Donc, j'ai toujours A est égal à G. D'accord? Donc là, on va choisir l'axe Z vers le haut pour changer un petit peu. Donc, le vecteur G, sa projection, c'est moins G suivant K. Mais toujours A, c'est A suivant K. A, c'est algébrique. A, il peut être positif comme il peut être négatif. Donc, la projection de la deuxième loi de Newton vous donne A est égal à moins G. Donc, A, c'est quoi en fait? C'est D de V sur D de T. Donc, ça, c'est D de V sur D de T. Donc, j'intègre. Donc, V, ça sera moins G fois T plus une constante. Et la constante, c'est la vitesse à T égale à 0. Et puisqu'on a D à T égale à 0, V est égal à V0. Donc, tout de suite, V est égal à moins G fois T plus V0. Voilà l'équation de la vitesse. Très bien. Si je connais l'équation de la vitesse, je peux déterminer Z. Parce que V, c'est quoi? C'est D de Z sur D de T. Donc, il est égal à moins G fois T plus V0. Donc, la même chose, j'intègre. Z de T est égal à moins G sur 2 fois T carré plus V0 fois T plus, tout de suite, Z0. C'est la valeur de Z à T égale à 0. D'accord? Voilà l'équation de Z. Très bien. Dans ce type d'exercice, en général, on vous demande de déterminer la hauteur maximale à laquelle l'objet va arriver. Par exemple, calculer le temps qu'on va mettre l'objet entre le moment de lancement et le moment d'arrivée au maximum. Voilà quelques types de questions. Bon, commençons pour déterminer H la plus élevée. Donc, je lance un objet avec une vitesse V0. Il va monter. Ensuite, il va descendre à un certain moment. En ce point-là, quelle sera la vitesse? Bien sûr, dès que l'objet va changer de sens de mouvement, ça veut dire que sa vitesse ici égale à 0. Donc au point H, le point le plus haut de la trajectoire est caractérisé par une vitesse nulle. Et si je connais la vitesse, je peux déterminer le temps mis par l'objet entre ici et H. Et ce temps-là, je peux le déterminer par l'équation. Or, je sais que V est égal à moins G fois T plus V0. Et en ce point H, cette vitesse est égale à 0. Donc, je peux déduire tout de suite que G fois T H, je l'appelle le temps au rive H, est égal à V0. Donc, TH est égal à V0 sur G. Voilà, TH, c'est V0 sur G. Donc, le temps qu'on va mettre le projectile pour arriver au sommet de la trajectoire, c'est V0 sur G. Bien. Si je connais ce temps, je peux déterminer cette distance-là. Hein, ZH, notez bien, j'ai pris ici l'origine ici. Donc, je peux déterminer cette distance-là, que j'appelle ZH. D'accord? ZH. Donc, ZH, je peux la déterminer par quelle relation? Donc, je sais que Z, or, Z, c'est 1 demi, moins 1 demi plutôt, G fois TH au carré, plus V, 0 fois TH plus Z0. Donc, je remplace dans l'équation de la trajectoire, l'équation de Z en fonction du temps que j'ai déterminé tout à l'heure. Dans cette équation-là, voilà, je remplace T par TH. Et donc, je peux déterminer la position Z ici. Bon, j'ai pris l'origine ici, pardon. L'origine, c'est là. Donc, je détermine en fait ZH, c'est tout ça.
Donc, si je calcule Z par cette relation-là, parce que j'ai pris l'origine ici, à t égale à 0, on a dit Z égale à Z0. Z0, c'est ici. Donc, chaque fois que je remplace T par une valeur, je vais déterminer la position du projectile à cet instant. Donc, je connais TH, donc je peux déterminer ZH. Donc, ça, c'est ZH. Voilà, je remplace TH par V0 sur G. Voilà V0 sur G. Et ça me donne 1 demi V0 au carré sur G plus Z0. Bien. Maintenant, distance parcourue par le projectile, c'est-à-dire entre l'instant du lancement et le maximum, que j'appelle dans le schéma ici D. Donc, vous voyez bien qu'ici, on a dit c'est ZH. De là à là, c'est Z0, pardon, de là à là, non, Z0 c'est là. De là à là, c'est Z0. Donc, cette distance D, vous voyez bien que c'est ZH moins Z0. Donc, ZH moins Z0, ça me donne la distance D. Et ZH moins Z0, voilà la distance D. La distance parcourue par l'objet entre l'instant du lancement et l'instant où il atteint le maximum, c'est V0 au carré sur 2G. Donc, il ne dépend que de la vitesse. Donc, au point A, c'est-à-dire au sommet du lancement, vous avez ZH est égal, Z de A est égal à H. Donc, H, c'est tout ça. Hein, ZH, en fait, c'est ZH. La distance de passage par le point A, c'est-à-dire la distance au moment où... Donc, une fois que le projectile arrive au maximum, il va rechuter et tomber sur le sol. Donc, le temps qu'on va mettre le projectile, cette fois-ci, entre le sommet et à nouveau le point A, c'est le même instant. Il va mettre le même temps TH. Donc, TH pour la montée, TH pour la descente. Donc, l'instant de passage par le point A, c'est 2 fois TH. C'est-à-dire, une fois qu'il arrive au sommet, il va passer par le point A à TH. Et la vitesse, ce sera la même V0. C'est la même vitesse V0. C'est la même même module avec laquelle il va passer par le point A pendant sa chute. Donc ça, c'est en fait, on va voir, c'est la conservation de l'énergie cinétique. Bien. Donc voilà cet cas particulier de chute verticale. Passons maintenant à la chute verticale, mais cette fois-ci avec frottement. En général, vous avez deux types de frottement. C'est ce qu'on appelle le frottement avec des forces de frottement de la forme F est égal à moins lambda fois V, lié à la nature du liquide. Hein? Et en général, vous avez deux types de modules de frottement, c'est lambda fois V ou bien K fois V ou bien K fois V carré, ce qu'on appelle écoulement laminaire ou bien écoulement turbulent. Mais en général, on vous donne l'expression dans l'exercice. L'essentiel que cette force de frottement, c'est toujours opposé à la vitesse. Voilà. Et le module, ça peut être soit kV, soit une constante fois la vitesse, soit une constante fois V carré. Mais en vecteur, c'est toujours opposé à la vitesse. Voilà la définition de la force de frottement. Vous avez bien sûr aussi ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. On peut l'introduire aussi dans ce type d'exercice. Et je vais rappeler ce que c'est que la poussée d'Archimède. Je considérais une bille de masse M, de volume V, à ne pas confondre le volume et la vitesse dans ces formules, que l'on dépose dans un récipient. Voilà un récipient qui est rempli avec de l'eau, par exemple. Et on suppose que quand je mets la bille, il va être en équilibre dans ce récipient. Pourquoi il va être en équilibre? Il va être soumis à son poids et à une poussée d'Archimède. Par définition, d'après le théorème d'Archimède, tout corps placé dans un fluide subit de la part de celui-ci une force notée π, en général, ça dépend, chacun le note, qui est caractérisée par verticale, dirigée vers le haut, et le module est égal au poids de volume du fluide déplacé. Quand je vais mettre la bille dans le liquide, le volume va augmenter de cette quantité-là. Et ce volume, c'est exactement le volume de la bille. Et la poussée d'Archimède, en fait, c'est le poids de ce volume. Très simple. Donc, le poids de ce volume, c'est quoi? Je vais déterminer la masse de ce volume d'air. Et la masse, c'est quoi? C'est la masse du fluide déplacé fois G. Donc, c'est ça la définition du poids du fluide déplacé. Le poids, c'est M fois G. Donc, la poussée d'Archimède, son module, c'est la masse de l'eau déplacée multipliée par G, qui est le poids du volume déplacé.
Or, la masse déplacée, c'est ρ fois le volume, ρ du fluide. Hein, ρ du fluide, la masse volumique fois le volume, ça vous donne la masse volumique fois le volume, ça vous donne la masse. Donc, multiplié par G est égal à pi. Donc, voilà le module du poids, le module de la force d'Archimède. D'accord? De la poussée d'Archimède. Très bien. Et bien sûr, il est toujours dirigé vers l'eau. Donc, voilà la poussée d'Archimède. Donc, le poids du volume déplacé est donc pi est égal à G fois le volume du liquide fois le volume multiplié par la masse volumique du liquide déplacé. Bien. Maintenant, deuxième loi de Newton. Une fois qu'on a déterminé, on suppose maintenant, j'ai un objet qui se déplace dans un fluide qui est soumis au poids, à la poussée d'Archimède et à une force de frottement. Donc, le cas général. Et on va orienter l'axe Z vers le bas. Mais vous pouvez l'orienter, bien sûr, vers le haut. Deuxième loi de Newton. Donc, voilà le système étudié. Voilà les forces appliquées. Ensuite, on applique la deuxième loi de Newton. La somme des forces est égale à M fois gamma. Après, bien sûr, on va projeter sur l'axe. Il suffit juste de regarder ce que c'est l'axe vers le haut ou vers le bas. Donc, avec cette orientation de l'axe, vous avez P, bien sûr, le poids, c'est mg suivant K. Vous avez la force de frottement, c'est moins lambda fois la vitesse suivant K, elle est opposée à la vitesse. Et vous avez la poussée d'Archimède, c'est moins ρ fois ρ du fluide, bien sûr, fois le volume de l'objet fois G suivant K. Voilà. Et en remplaçant ici, on obtient bien sûr mg moins lambda fois la vitesse moins ρ fois le volume, ne pas confondre volume et vitesse, fois G, est égal à m d de v de l'arrivée de la vitesse sur d de t. Donc l'accélération, bien sûr, c'est toujours d de v sur d de t. Très bien. Maintenant, on obtient une équation différentielle. Donc voilà le poids, la force de frottement, la poussée d'Archimède, et voilà l'équation différentielle du mouvement. Bien. Donc, je peux réécrire cette équation différentielle autrement en réunant tout ce qui est constant. Donc, d'accord, je l'écris d de v sur d de t. Voilà, je divise le tout par m est égal à g, facteur de lambda sur m d'abord. Donc, voilà, est égal à lambda sur m. Alors, on va écrire ici d de v sur d de t est égal à lambda plus, on va ramener ce terme de l'autre côté, plus lambda sur m fois v est égal à quoi? Est égal à g facteur de 1 moins ρ fois le volume sur m. Voilà, moins lambda sur m est égal à g facteur de 1 moins, voilà. Et ça, on va l'appeler une constante alpha fois g. Et ça vous rappelle étrangement quoi? Ça vous rappelle la charge d'un condensateur. d de uc sur d de t plus UC sur tau est égal à E sur RC. C'est exactement la même chose. Donc, c'est une équation différentielle qui est analogue à l'équation que vous avez déjà utilisée dans la charge d'un condensateur. Bien, on peut déterminer bien sûr l'équation différentielle vérifiée par Z en remplaçant V par D de Z sur D de T. On aura D carré de Z sur DT carré plus lambda sur M D de Z sur D de T est égal à alpha fois G. Comment résoudre cette équation? Donc, vous voyez, ça vous rappelle exactement le circuit RC. Donc, on s'attend à que la vitesse possède exactement la même courbe que le circuit RC. Donc, la vitesse va passer par un régime transitoire. Au moment où il va changer, il va augmenter. Ensuite, à partir d'un certain temps, il va tendre vers le régime permanent. Et la vitesse en régime permanent, c'est ce qu'on appelle la vitesse limite. Donc, c'est en fait l'équivalent de la charge du E, de la source de tension pour le circuit RC. Et on peut parler bien sûr de la constante de temps et la même méthode, tau, c'est l'intersection de la tangente à l'origine avec le régime permanent, comme dans le cas du circuit RC. Et au bout de 5 taux, la vitesse va atteindre la vitesse limite. Donc cette équation différentielle, on va la noter sous la forme d de v sur d de t est égale, donc d de v sur d de t est égal à cette constante A moins b fois v. Donc la constante b, c'est lambda sur m. Donc voilà, b sur m, et on va l'écrire sous cette forme-là. Et après, on va voir comment résoudre cette équation. D'abord, comment déterminer la vitesse limite? Eh bien, on va voir que lorsque la bille chute dans un fluide visqueux, très vite, au départ, le mouvement va être rapide, ensuite, il va être uniforme. Et dans ce cas, v est égal à la vitesse limite.
Donc, la vitesse limite, ça veut dire V va atteindre une valeur constante. Si V égale à une constante, d de V sur d de t égale à 0. C'est le régime permanent pour le circuit RC. Et donc, vous remplacez dans cette équation d de V sur d de t par 0. Et donc, vous allez avoir A moins la B fois la vitesse limite est égale à 0. Donc, tout de suite, la vitesse limite, c'est moins A sur B. Eh bien, pour déterminer la constante A, donc, vous avez cette équation-là, l'équation différentielle, en fait, A est égal à, l'accélération est égale à grand A moins B fois la vitesse. On peut l'écrire sous la forme A à l'instant t. L'accélération à l'instant t, c'est la constante A moins grand B fois la vitesse à l'instant t. Donc, je peux l'appliquer, par exemple, à t égale à 0. A, c'est A0, c'est la dérivée de V sur d de t est égale à 0. Et comme la vitesse à t égale à 0, c'est 0, donc en fait, grand A, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps à t égale à 0. Bon. Méthode de résolution numérique. Maintenant, on va voir comment déterminer ce qu'on appelle la méthode d'Euler. La méthode d'Euler, elle est très simple. Pour résoudre une équation de ce type, on va utiliser une méthode itérative. Ça veut dire quoi? Cette équation-là, qui s'écrit sous la forme, l'accélération, c'est une constante A moins B fois la vitesse, on peut l'écrire, si vous voulez, l'accélération à l'instant t, c'est A moins B fois la vitesse à l'instant t. Ça veut dire, si je connais la vitesse à l'instant t, je peux déterminer l'accélération à l'instant t. Voilà la première étape. Deuxième étape, l'accélération, par définition, c'est delta V sur delta T. Donc, c'est la vitesse à l'instant T plus 1 moins la vitesse à l'instant T sur delta T. Donc, si je connais l'accélération à l'instant T et la vitesse à l'instant T, je peux déterminer la vitesse à l'instant T plus 1. Et ainsi de suite. Donc, je reprends. Connaissant la vitesse à l'instant T ou bien l'accélération à l'instant T, connaissant l'une, je peux déterminer l'autre. Souvent, on vous donne la vitesse à l'instant T, donc je peux déterminer l'accélération à l'instant T. Si je connais la vitesse et l'accélération à l'instant t, je peux déterminer la vitesse à l'instant t plus 1. Si je connais la vitesse à l'instant t plus 1, je peux déterminer l'accélération à l'instant t plus 1, et ainsi de suite. Donc voilà le principe de la méthode d'Euler. Bien, donc voilà pour tout ce qu'il faut savoir sur chute libre et chute dans un fluide avec et sans frottement. Et comme application, je vous laisse le soin de travailler cet exercice. C'est le baccalauréat 2012. C'est un exercice complet sur chute d'un liquide. Donc voilà, je vous laisse le soin de lire l'énoncé tranquillement, faire votre recherche, bloquer la vidéo et lire l'énoncé tout entière. Et bien sûr, prochainement, je vous donne, donc voilà la deuxième partie. Donc c'est un sujet assez long, mais très intéressant. Donc bloquez la vidéo et là aussi, vous pouvez bloquer. Et voilà la méthode d'Euler, vous allez l'utiliser dans la partie 3. Donc vraiment un exercice complet sur chute d'un solide ou d'une masse dans un fluide avec et sans frottement. Et pour le corriger de cet exercice, vous l'aurez très très bientôt. Voilà, bon courage, bonne continuation. Toujours un like et un partage, ça fait plaisir. Très très bon courage et à bientôt.